La manière dont j'ai envisagé ce travail et cette entreprise, c'était pour que ce ne soit pas au centre de ma vie et avoir du temps pour faire d'autres activités. J'ai toujours été ultra passionné du pain. J'en ai pas fait mon métier tout de suite, ni mes orientations scolaires ni professionnelles tout de suite. Oui, je te disais que j'ai ouvert à Nîmes parce que je suis nîmoise et moi j'avais envie de rester vers ici. Je voulais trouver un travail qui correspondait à mes valeurs. Le goût du sorbet. Des histoires inspirantes et gourmandes du sud de la France. Le jour où on vous dit c'est bon, c'est un moment magique. C'est un moment magique parce que on a été obligé de regarder ce qui se passait et de vraiment d'observer. Donc on a en mémoire toute la dimension de la cuisine, tous les gestes des autres, parce que c'est le mimétisme qui fait que ça fonctionne aussi. C'est reproduire le geste d'un cuisinier plus expérimenté, c'est ça qui va vous rendre meilleur. Le bruit de la fontaine. Alors on est où ici ? Alors nous sommes dans le jardin de la Chassagnette, exactement dans le petit jardin qui fait face à la terrasse. Et nous sommes entre la menthe, les coquelicots, le thym, les premiers plants de tomates, les roses, la fontaine aussi qu'on entend. Alors aujourd'hui, j'ai une chance incroyable, pouvoir parcourir la Chassagnette. C'est un lieu en pleine Camargue où le chef Armand Arnal officie depuis 2006. Vous trouverez dans le potager des fleurs, des roses, des coquelicots, de la menthe, bien sûr, des tomates, tout ce que vous pouvez trouver dans un potager, mais bien plus, puisqu'ici, le maître mot, c'est la durabilité. Vous allez le découvrir, le jardin fait 3 hectares, même plus de 3 hectares en fait, vous allez voir. Et là, l'idée de ce petit jardin, c'est de mêler plein de plantes potagères, de fleurs, d'aromates, pour donner déjà aux hôtes qui sont à table, en fait, qui sont vraiment en prise directe, le nez dans le jardin, d'avoir une idée de ce qui se passe dans les 3 hectares, en fait, déjà ici, d'avoir un avant-goût. Ça, Armand adore les bouquets de fleurs et on le comprend, et du coup il a développé une collection de roses incroyables, de roses anciennes, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et il y a un préposé au bouquet qui est l'un des jardiniers qui a la casquette de bouquet, Abdel, qu'on va peut-être revoir, et qui fait des bouquets extraordinaires. À chaque fois c'est une découverte, mais comment c'est possible? Voilà. Accessoirement, c'est l'un des spots de pique-nique aussi, parce que l'été, on propose une offre pique-nique, donc on peut retirer son panier au restaurant, et on a identifié certains lieux du jardin plutôt agréables. Là, normalement, il y a un banc, il n'est pas encore là, mais là, c'est des endroits où on met des plaids, des coussins, et on vient s'installer là pour un moment. Absolument génial. Absolument, on déguste allongé dans l'herbe au son de ce que vous entendez là, voilà, près des roses. Et c'est là où il prépare tous les légumes qui arrivent en cuisine à 9h chaque matin, avant chaque service. Donc une fois cueillis, ils sont lavés, préparés en caisse et sont apportés à 9h pile aux cuisines du restaurant. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type à la Chassagnette ? Une journée type à la Chassagnette. Écoutez, j'arrive, je prends un petit moment avec mes équipes, on discute avant de se lancer dans des productions dans tous les sens. On repose ce qu'on s'est dit la veille ou ce qu'on s'est dit avant le week-end. Il y a un contact avec les jardiniers. Il y a une balade un peu avant le service. J'aime bien m'imprégner un petit peu du potager. Puis voilà, après on fait pareil, on fait un grand briefing avec les équipes de salle. On lance le service, on prend du plaisir et puis on recommence.
Depuis presque 20 ans, Armand Arnal est le chef de la Chassagnette, un restaurant potager situé à côté d'Arles. Cette ancienne bergerie est devenue, sous l'égide de Maja Hoffman, un lieu tout à fait singulier. Pour le chef, ce lieu est un Éden. Et pour cause. Avec ses jardins, ses potagers, ses fontaines, mais aussi sa serre tropicale, la Chassagnette est un haut lieu de diversité. Au restaurant, vous pourrez donc déguster les fruits et les légumes qui sont produits sur place. C'est donc le potager qui dicte au sommelier, à la chef pâtissière et bien sûr au chef Armand Arnal la disponibilité des ingrédients. Vous êtes à la Chassagnette depuis 2006, si je ne me trompe pas. Comment vous avez pris en main, on va dire, le concept de ce restaurant quand vous êtes arrivé ? De façon très simple, je suis arrivé avec mes calendriers de légumes. Je suis allé voir le jardinier, je lui ai dit c'est merveilleux, on est au mois d'avril, il va y avoir plein de produits, il va y avoir des asperges, il va y avoir des petits pois, il va y avoir des mini navets. Et il m'a dit non, ici on attend. Et j'ai attendu. J'ai eu aucune réticence à attendre. Peut-être que ça m'arrangeait parce que c'était ma première place de chef. J'étais pas très sûr de moi sur les choses. Mais en tout cas, le fait d'être confronté à la nature et que ça soit elle qui dicte un petit peu le travail qu'on fait m'a convaincu en fait tout de suite. J'ai pas eu de réticence à ça. On n'a pas construit du coup le restaurant avec la peur de manquer. Puisque quand il n'y a plus quelque chose, c'est qu'il y a autre chose. Donc on a commencé à vraiment se mettre en place sur cette philosophie-là et changer au gré du moment, parce que c'est même pas au gré des saisons, c'est au gré du moment, les menus, les cartes, les plats, les recettes. Voilà. Donc il n'y a rien de plus constant que le changement chez nous. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance justement de ce potager dans la cuisine de la Chassagnette ? Quelle place il prend ? Il est à la première place puisque 95% des produits qu'il y a dans l'assiette vient du potager. Donc tout ce qui est après protéines, c'est-à-dire poisson et viande, viennent de petits producteurs aux alentours ou de la pêche du Gros du Roi, qui sont les petits métiers. Donc on est vraiment très dépendant de ce que la nature nous donne dans le végétal comme dans l'animal. Voilà. Comment ce potager influence votre menu chaque jour ? Au gré du moment, vraiment au gré du temps, et ça va même jusqu'à la température. S'il y a des jours où il fait pas beau, il y a des plats que j'enlève ou que je modifie. Voilà, il n'y a rien qui est figé. En général, quand on arrive au bout d'un plat, on le change. Dès qu'on ne peut pas encore le modifier au fur et à mesure, même qu'il est sur la carte, changer des petites choses, que ça soit du dressage, que ça soit une pointe d'assaisonnement, que ça soit un morceau de feuilles posées, on le laisse et après, dès que vraiment on ne peut rien changer, on l'enlève. Vous avez commencé à Montpellier, vous venez de Montpellier. Parlez-nous un petit peu de votre enfance et à quel point ça a structuré vos expériences et aussi votre cuisine aujourd'hui. Alors pour parler de Montpellier, c'est l'endroit où je suis né et je suis resté les 10 premières années de ma vie. Et j'ai grandi dans une famille qui travaillait sur les marchés. Donc j'ai été en rapport avec le produit très très jeune. Et surtout avec les gens qui font les produits. Et c'est vrai que ça a donné une dimension, en tout cas, à mon envie de travailler autour de la table, puisque c'était des rendez-vous hebdomadaires avec les gens du marché qui venaient chez mon arrière-grand-mère goûter sa cuisine et parler de produits. Donc cette émulation autour de la table m'a donné envie de faire ce métier. C'est au-delà de la cuisine, c'est plutôt le fait de se retrouver autour de la table qui m'a séduit. Après une formation en pâtisserie, vous avez travaillé à New York, notamment avec Alain Ducasse. Quels ont été les principaux enseignements de cette expérience ? L'observation.
Je pense que chez Monsieur Ducasse, on apprend à travailler le produit en le regardant, en l'observant, en faisant attention à ce qu'on se met dans les mains et la façon dont on va travailler les choses. Et aujourd'hui, c'est très important. En tout cas, j'essaye avec mes équipes de garder cette philosophie-là. La Chassagnette, c'est un lieu de vie. Voilà, c'est une Éden au milieu de la Camargue, avec ses variétés d'arbres, de fleurs, de légumes, de fruits. Cette envie, en tout cas, d'avoir un bol d'air, une respiration. Et on a travaillé là-dessus, on s'est toujours inspiré et imprégné en tout cas de ce que la nature nous donnait dans ce jardin magnifique et merveilleux, et de le développer au même titre que on utilisait ces produits. Voilà. On n'est pas dans une production, on est plutôt dans un travail en tout cas en commun. Le jardin nous fait découvrir des choses, on les transforme, on revient vers lui, on repart, et on a toujours cette idée d'aller toujours expérimenter les choses. Voilà. Quand en tout cas on a un produit qui a une maturité parfaite, c'est difficile de cuisiner, parce que ce qu'on goûte dans le jardin, c'est ce qu'on a envie de retranscrire et de donner aux gens. On a envie de partager ces saveurs-là, ce goût-là, cette matière, ces sensations. Donc c'est vrai qu'il faut revenir au naturel. Et donc c'est tout le travail qu'on fait. On fait énormément de travail pour pas que ça se voit et pour avoir le produit quasiment, ou l'idée en tout cas du produit quasiment brut dans l'assiette. Mais votre menu est quand même essentiellement tourné vers le végétal. Il y a même un menu végétal complètement. Ça, c'est quelque chose qui a tout de suite été dès le départ une direction. C'est quelque chose qui est arrivé au fil du temps, quoi. Mais il y a toujours eu une très forte identité végétale, mais on a au fil du temps imposé ce menu-là. Alors bon, moi ça fait 17 ans que je suis là, et je pense que ça fait bien 13 ans ou 14 ans qu'il y est, donc oui, ça fait un moment qu'il est là, mais on a fait que apporter, nourrir, et bien sûr grandir avec le lieu et avec les éléments, et trouver des formules qui composaient en tout cas notre identité culinaire, et qui sont des choses qu'on avait envie de transmettre à nos clients. Là, on arrive dans une deuxième partie du jardin, donc avec Bélan et Abdel, qui sont en train de travailler au jardin Mandala. Coucou. Voilà. C'est quoi le jardin Mandala ? Alors le jardin Mandala, l'idée en fait, donc là il est rond. C'est-à-dire c'est de mettre les espèces les plus grandes qui vont faire de l'ombre aux espèces les plus petites. Voilà, c'est juste du bon sens en fait, dans une certaine idée. Et parce qu'ici bien sûr il fait très très chaud à partir de fin juin, juillet, août. C'est une lumière écrasante, une chaleur écrasante, mais il faut tout constamment de l'attention en fait à ce jardin. Il faut le nourrir, il faut toujours être auprès de lui pour avoir cette luxuriance aujourd'hui, et de façon intelligente. Maintenant, par rapport à chaque année, le changement de température, on est presque à 2 mois d'avance. Et chaque année, c'est un peu plus. Chaque année. C'est très important. Bonjour Julien. Je suis avec Julien Génie. C'est une terre très argileuse. Ah, ici c'est argileux ? Ouais. Ah ouais. Très très argileux. Donc il faut beaucoup de matière organique pour améliorer la structure et nourrir les plantes. Quand vous êtes arrivé ici, vous avez fait une sorte d'audit du sol ? Oui, mais après bon, ça se voit, il y a plus de 50% d'argile. Ouais.
Donc 50% d'argile. Il y a un agronome suisse qui s'appelle Pascal Boivin qui a fait le tour du monde et qui s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre toutes les parcelles qu'il avait étudiées autour du monde qui marchaient bien. Et ce point commun, c'était qu'il y avait un taux de matière organique par rapport au taux d'argile. Et donc à savoir qu'il fallait que ça soit entre 17 et 24% de matière organique par rapport au taux d'argile. Donc admettons qu'il y ait 100% d'argile, ce qui n'est pas possible, il faudrait 20% de matière organique. Donc là, s'il y a un minimum de 50% d'argile, il faut donc 10% minimum de matière organique. Et là, quand je suis arrivé, ça oscillait aux alentours de 3 à 4, ce qui est déjà pas mal. La moyenne française, c'est moins de 2%. Combien de temps ça prend de, on va dire, rééquilibrer un sol ? Écoutez, la ferme où j'étais avant, qui est relativement connue, c'est là où j'ai appris, la ferme de Cagnols en Dordogne. En 5 à 10 ans, il est remonté de 1,8% de matière organique à 8,8%. Voilà. Ça prend du temps quand même. Ça prend du temps, mais donc une autre étude a montré que pour arriver à un état des lieux X, il fallait 10 ans de broyade déchets verts, 50 ans de fumier, 70 ans de compost, 100 ans d'engrais verts. Donc, ramener à ces échelles-là, non, 10 ans, c'est pas beaucoup. Alors nous, on a mis plusieurs choses en place. Déjà, on est autonome, quasiment autosuffisant sur la partie végétale, donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis après, pour tout ce qui est poisson et viande, on a 2 livraisons pour le poisson par semaine et on a une livraison de viande tous les 15 jours puisqu'on fait maturer les viandes, que ça soit les volailles ou les pièces de viande. Et donc on a un cycle de maturation qui permet en tout cas de commander des pièces entières. Donc on a des agneaux entiers, on a bien sûr toutes les volailles arrivent entières, donc, et on gère comme ça au fil du temps nos préparations. Pareil pour le poisson il est traité et on lui met un petit temps de séchage entier une fois qu'il est vidé de son sang pour vraiment avoir un poisson légèrement maturé et qui arrive en tout cas au goût qu'on veut, quoi, à ce qu'on veut mettre et à l'identité qu'on veut avoir. Et pour les produits du jardin, c'est au jour le jour. Je pense que quand on va voir un producteur ou un éleveur, qu'on comprend sa vie, qu'on comprend l'attention et l'amour qu'il donne aux produits qu'il fabrique ou qu'il fait, on n'a pas la même appréhension. Donc ce besoin-là, c'est sûr que quand on a une boîte en plastique qui arrive de Rungis, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans un produit. Donc c'est l'aventure humaine en fait qui fait la différence. Alors quels ont été, ça fait un petit moment effectivement que là vous êtes à la Chassagnette, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que chef à la Chassagnette, hormis les moustiques qui sont un défi permanent, quotidien de... Non, le défi déjà de tenir cet endroit, c'était un défi quand même assez remarquable. Le défi de développer le jardin, d'être beaucoup moins sur des grosses productions mais sur plein de petites productions. Le virage qu'on a pris avec la farine de riz, avec la proposition libre de gluten. Ça a été un virage très très fort à passer puisque le pain est quand même très sacré sur les tables en France. Et quand on a proposé un pain libre de gluten à base de farine de riz, on s'est pris vraiment des réflexions assez difficiles. Maintenant ça va, ça s'est adapté, mais
il a fallu tenir le coup, quoi. Et c'était un petit moment un peu solitaire, quoi. Mais bon, les choses évoluent. On servait du riz de Camargue très al dente. On nous disait qu'il n'était pas cuit. Bon, voilà, les choses et les gens évoluent. Mais c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu précurseur des choses par rapport au sens du territoire où on est. C'est vraiment... je me suis posé la question, ok, je vais faire mon pain. Bon, il n'y avait pas... Là, il commence à avoir des gens qui font de la farine de blé intéressante dans le coin, mais il n'y avait rien, quoi. Donc, c'était pour avoir des farines qui arrivaient d'autres endroits. Moi, j'ai préféré travailler tout de suite avec ce qu'on me proposait au niveau de la céréale locale. L'obtention de votre étoile en 2009 a été un moment marquant. Oui. Comment justement cette reconnaissance a impacté votre carrière, mais aussi la Chassagnette ? Je pense que ça a mis un point sur la carte, ce qui était vraiment intéressant. Vu l'emplacement où on est, c'était important d'exister, donc ça c'est bien. Pour la petite anecdote, le jour de l'étoile est arrivé le même jour que la naissance de ma fille. Donc c'est passé un peu derrière, si vous voulez. Mais tant mieux, ça nous a permis de garder la tête froide et de continuer à avancer et à faire notre travail. Et aujourd'hui, on est très heureux de toujours la garder et en tout cas de continuer à servir nos convives. Voilà, on travaille d'abord pour nos clients. On est très content que le guide Michelin, bien sûr, nous remercie et nous auréole de cette étoile, mais l'important, c'est quand même de travailler pour nos clients. Observer, prendre le temps de s'asseoir, de regarder ce qui se passe, de regarder la nature, pas à travers un écran, mais à travers son regard, et de flâner à travers ça. Vous savez, il y a des maisons... moi, j'ai travaillé dans une maison où on m'a pas permis de toucher un couteau pendant 3 mois. Le jour où on vous dit c'est bon, c'est un moment magique. Ouais. C'est un moment magique parce que on a été obligé de regarder ce qui se passait et de vraiment d'observer. Donc, on a en mémoire toute la dimension de la cuisine, tous les gestes des autres. Parce que c'est le mimétisme qui fait que ça fonctionne aussi. C'est reproduire le geste d'un cuisinier plus expérimenté. C'est ça qui va vous rendre meilleur. Donc c'est vraiment de l'observation et du temps. Et prendre le temps. Si on est bien dans une maison, il faut y rester. Minimum 2 ans, 3 ans minimum. Comment vous la voyez, l'évolution de la gastronomie aujourd'hui, durable ou non d'ailleurs, mais avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, je parle des enjeux climatiques notamment. Comment vous la voyez, la cuisine ? Moi, je pense que on est à un vrai tournant puisque il y a eu une évolution du chef de cuisine ces 50 dernières années qui a été fulgurante. Il a pris beaucoup de place dans la vie des gens. Il est devenu chef d'entreprise. Il est devenu star à la télé. Il est devenu plein d'autres casquettes que son métier. Et je suis pas sûr que ça soit quelque chose de bien, mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas, je pense qu'un retour aux sources, des maisons plus petites, un petit peu plus serrées, avec des clients qui font un peu la notoriété de la maison, je crois plutôt en ça. Voilà. Je pense que je pense aux auberges beaucoup. Je pense que les auberges contemporaines comme ça vont arriver, elles seront un peu connectées. On ira chez un tel parce qu'il y a tel produit, on ira chez un autre parce qu'il y a un autre produit. Et en tout cas, ce besoin de faire un petit pas en arrière. Et on commence à avoir tous envie de faire basculer en tout cas la Chassagnette dans autre chose que seulement un restaurant potager. C'est-à-dire basculer vers quoi ? Vers d'autres univers, en tout cas vers un sens un peu plus affiné de la production de façon générale. Est-ce que vous avez une anecdote un peu mémorable justement à la Chassagnette que vous pourriez partager à nos auditeurs ? Alors, c'est un truc, c'est une histoire un peu rigolote parce que dans notre métier, souvent on se dit dans les réservations, dans les choses comme ça, on rigole en se disant ouais, attention, un jour on va se prendre un quart de japonais.
Et on l'a vraiment pris. C'est-à-dire qu'on était en plein service et tout d'un coup, il y a 40 Japonais qui rentrent qui passent le pont là et qui rentrent. Ils s'étaient trompés de restaurant. Mais le temps qu'ils comprennent qu'ils s'étaient trompés de restaurant, nous on les a pris. On a dit c'est bien, asseyez-vous, on va vous servir. Donc voilà, c'est le quart de touriste où on se dit oui, attention, du coup on se prendra. Enfin voilà, il y a toujours ce truc. On finira par prendre un quart de touriste un jour. Nous on l'a pris. Voilà. Donc ça c'était marrant. Il s'est passé quoi alors? Rien, ça s'est très bien passé. C'est juste que quand ils ont payé, ils se sont aperçus que c'était pas le bon endroit. Mais c'était drôle, oui, c'était très drôle. Vous l'aurez compris, la Chassagnette n'est pas seulement un restaurant potager. Ici, le dialogue entre la nature et les hommes est permanent. Ce qui en résulte, c'est la cuisine. Je vais donc vous laisser avec le menu du jour, puisqu'à mon sens, il est la traduction la plus poétique du mariage qui s'opère à la Chassagnette. Merci à Armand Arnal, à sa directrice de communication, au jardinier de m'avoir accordé du temps et ouvert les portes de ce lieu quasi sacré. Alors ce midi, on a des très belles fleurs de courgettes qu'on va farcir avec une brousse de chèvre qu'on fait maison. On reçoit le lait frais toutes les semaines et on fait une brousse magnifique avec ça, avec les premiers basilics, ça va être superbe. On a des langoustines de Méditerranée magnifiques qu'on met avec les fraises, première fraises vertes et fraises mûres et une petite pointe de mélisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. On a bien sûr le velouté d'herbe dont je vous ai parlé. On a également des fenouils, petits fenouils bulbes qui viennent de sortir qu'on va cuisiner avec des feuilles de menthe cuits en cocotte un peu à l'étouffée, servi avec un aioli d'amande. Voilà, c'est pas mal déjà. Magnifique. Magnifique. L'aioli d'amande.